Salut Becciotti, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la première édition du Vrai ou Faux sur l'hardware et l'informatique. J'ai demandé à ma commune de poser des questions et je vais les répondre une par une. Si vous voulez participer à la prochaine édition, n'hésitez pas à rejoindre mon Discord. Lien en description. A tout de suite. Je commence par Luke qui demande si toutes les cartes mères sont bien pour overclocker. Ça c'est évidemment faux car il y a des cartes mères plus adaptées pour l'overclocking et il faut dépenser plus d'argent pour pouvoir les acheter. Maintenant, attention, cela ne veut pas dire qu'il faut dépenser une fortune pour pouvoir overclocker correctement. Par exemple, la X670E que je vous ai présenté avec une vidéo dédiée m'a permis d'overclocker sans limite tous les composants et je l'ai payé 250 €. Maintenant, je n'étais pas obligé de l'acheter. Parce que, par exemple, j'aurais pu bien sûr acheter une carte B650 à la place de la X670E pour ma config AMD, mais peut-être j'aurais augmenté le risque de ne pouvoir pas activer le XMP, faire un overclock manuel ou baisser le PBO. Voilà pourquoi pour ce but, vaut mieux acheter une carte mère avec un chipset haut de gamme plutôt qu'une carte très chère haut de gamme. Après, il y a Titine qui demande si un composant peut brider tous les autres. Lui, il connaît déjà la réponse et je pense que beaucoup de vous également. Bien sûr que oui, souvent c'est le processeur qui bride la carte graphique, mais chaque composant peut brider le système et j'ai même réalisé une vidéo à ce sujet. Puis on a Blue Chart. Si j'appuie plus fort sur une touche de mon clavier, mon coup spell est plus puissant. Ça c'est absolument vrai. En fait, regardez comment ce mec frappe son clavier pour gagner dans CSGO. Neurosociety, un des membres de la chaîne, demande: dans un jeu compétitif, avoir plus d'images par seconde réduit la latence, y compris lorsque cela dépasse la fréquence maximale de l'écran. Ça c'est vrai et vous allez voir une vidéo à ce sujet en novembre. Vous direz: Pika, pourquoi en novembre? Parce que je vous annonce que malheureusement pour des raisons de santé, je suis obligé d'arrêter la chaîne en octobre. Normalement ce n'est rien de grave, mais vous le savez, la santé d'abord. Pour revenir à la question, regardez ce benchmark réalisé par la chaîne Optimum Tech, qui montre que plus une carte est performante, plus la latence sera faible. Donc en général, davantage de FPS signifie moins de latence. Deuxième question, il n'est pas utile de changer la pâte thermique. Ça c'est étonnamment faux parce qu'il y a un intérêt et pour entrer dans les détails, cela dépend de la qualité de la pâte thermique et du stress thermique qu'elle a subi. Par exemple, si elle est soumise à des températures autour de 80 degrés tous les jours, il est possible qu'après 2 voire 3 ans, elle ait déjà perdu en efficacité. En revanche, si la température reste entre 60 et 70 degrés, il est possible que la pâte thermique continue à bien faire son travail même après 10 ans. Donc, pour résumer, c'est utile de changer la pâte thermique et je vous conseille de le faire après environ 3 voire 5 ans en fonction de la température qu'elle a subie. Ah, et par rapport à la pâte thermique dans le tube, elle ne perd pas vraiment en efficacité. Dans ce test, vous voyez une comparaison entre une pâte thermique Arctic neuve et deux pâtes vieillies de 10 et 19 ans. Et comme vous pouvez le constater, la différence n'est que d'un degré. Flo demande: il est plus économique d'acheter une carte graphique milieu de gamme tous les 3-4 ans qu'une carte graphique haut de gamme tous les 5 ou 6 ans? Cette question n'a pas trop de sens parce que, en fait, normalement on achète une carte par rapport à la définition de son écran. On achète une carte haut de gamme si on vise normalement la 4K et on achète une carte milieu de gamme si on vise normalement la 1440p. Je pense que la question qu'il fallait poser était plutôt: Pika, acheter une carte haut de gamme pour viser la 1440p est-il plus rentable? La réponse est non parce que déjà au début vous risquez sûrement d'avoir un bottleneck CPU parce que la carte graphique est trop performante par rapport à la définition de l'écran. Et après, même si avec le temps ça va mieux, vous ne profitez pas des dernières nouveautés ramenées par les nouvelles cartes graphiques. Par exemple, la 3090 qui coûtait plus de 1200 €, aujourd'hui devient une carte qui permet de jouer à presque 60 FPS en 1440p dans les jeux plus gourmands, comme je vous montre ici dans Black Myth Wukong ou ici dans Hellblade 2.
Et la 3070, une carte qui de base permettait de jouer correctement 1440p, aujourd'hui galère à cette définition. Sauf que la 3070 coûtait 500 €, il y a donc 700 € en moyenne économisés par rapport à la 3090 qui peuvent être investis après 3 ou 4 ans dans une nouvelle carte graphique, comme par exemple une 4070 Ti. Pour avoir plus de performance, moins de consoles et toutes les dernières techno Nvidia. Donc, dans les deux cas, on dépense la même quantité d'argent, mais il est plus rentable acheter une carte moyenne gamme. Begior a posé plusieurs questions, donc je vais répondre assez rapidement. La première question est: est-ce que le DLSS ou FSR ramène de la latence? Ça, c'est faux. Au contraire, ces techno d'upscaling permet de réduire la latence, vu qu'ils permettent d'obtenir plus de FPS. Et comme je vous expliquais vite fait tout à l'heure, plus de FPS, ça veut dire moins de latence. Est-ce que la frame generation ramène de la latence? Ça, c'est vrai. Regardez ma vidéo à ce sujet pour en savoir plus. Après, il demande: Poussez-tron overclock peut finir par en réduire les performances? Ça, c'est vrai pour deux raisons. La première est que pousser un overclock, ça veut dire pousser les fréquences et du coup faire plus chauffer les composants. Et si le processeur ou la carte graphique chauffe trop, après vont réduire les performances pour éviter d'aller en thermal throttling. Et la deuxième raison notable, par exemple quand vous réalisez un overclock de la VRAM d'une carte graphique, ça peut entraîner des erreurs dans le fonctionnement du matériel qui peuvent ensuite soit créer des artefacts visuels, soit réduire les FPS. Est-ce que c'est utile à Windows Optimizer? La réponse est bien sûr que oui, et j'ai tout expliqué dans ma vidéo sur le PK Optimizer. C'est important pour alléger le système, réduire la latence du système, améliorer la fluidité et surtout pour éviter de se faire espionner ses propres données par Microsoft. Bagior encore demande: alors, bloquer ses FPS à une valeur un peu en dessous de son max peut améliorer la sensation de fluidité. Ça, c'est vrai si vous utilisez des technos comme le G-Sync et FreeSync, plutôt pour éviter le phénomène du tearing, mais c'est faux si vous n'utilisez pas ces technos, car si vous ne limitez pas les FPS, vous allez avoir plus de consommation et plus de chaleur produite, mais en même temps vous allez avoir moins de latence, et moins de latence ça veut dire plus de fluidité. Enfin, il demande encore: on peut perdre en performance si on n'entretient pas son PC poussière. Ça, c'est vrai si, attention, si la quantité de poussière est tellement importante qui ramène les composants en thermal throttling pour un manque de ventilation. Seulement dans ce cas, la poussière peut être un problème, sinon vous ne risquez pas de perdre en performance. Chaf, Picafader fait partie de la mafia informatique sicilienne. C'est une honte que vous posez certaines questions, car ça, c'est évidemment vrai. Axelito, les cartes graphiques ont-elles des différences de performance pour une même carte en fonction de qui les vend, version MSI, Asus, etc. Ça, c'est vrai, il y a une différence et c'est dû à la fréquence maximale d'overclock de la carte. Après, la différence de performance liée à ça est vraiment ridicule. Phoenix demande: plus d'RGB égale plus de FPS. Ça, c'est évidemment vrai. Mais connerie à part, j'en profite pour vous rappeler qu'acheter une config à 3000 € ne va pas vous faire devenir des pros joueurs d'un jeu compétitif en ligne. Car même si vous avez un avantage en termes de performance, il vous manquera toujours le talent, et ça, c'est impossible à acheter. C'est un peu comme dire que si j'achète des chaussures super chères signées par Ronaldo ou Messi, je vais devenir Cristiano Ronaldo ou Messi. Ça marche pas comme ça dans la vie. Et vous direz: Pika, c'est quoi le rapport avec RGB FPS? Simplement parce que qui dépense beaucoup d'argent dans le RGB, souvent dépense aussi beaucoup d'argent dans sa config, et dans ce sens-là, plus d'RGB égale à plus d'FPS. Lotic, on peut jouer convenablement sur SteamOS Linux en 2024 afin de s'affranchir de Windows. Ça, c'est faux, simplement parce que même si maintenant on a un accès à un catalogue énorme de jeux grâce à SteamOS et à des services comme GeForce Now,
Si vous souhaitez jouer à un jeu qui n'est pas compatible avec SteamOS, vous êtes toujours obligé à utiliser Windows. Après, on a le retour de Begior avec plein de questions. On peut griller définitivement son BIOS si on a une coupure de courant lors de la mise à jour. Ça, c'est vrai, voilà pourquoi c'est vraiment conseillé de ne pas mettre à jour sa carte mère quand dehors il y a une tempête. Prochaine question, une coupure de courant peut abîmer des composants? Non, par contre une surtension, oui. Donc n'hésitez pas à acheter une prise avec protection parafoudre. Et sa dernière question, on peut détériorer des composants avec un overclock trop violent? Ça c'est vrai et en fait un overclock ne devrait jamais être réalisé en augmentant trop la tension. En fait, ça risque dans le cas plus faible juste que le composant n'arrive plus à garder sa fréquence maximale, mais dans le pire des cas, ça peut arriver carrément que le composant arrête de marcher. NeuroSociety, un ordinateur a une durée de vie de plus en 15 sans changer de composants en considérant qu'un ordinateur est vivant s'il peut faire tourner les jeux récents. Ça c'est faux pour moi, mais peut-être pas pour tout le monde, parce que faire tourner un jeu, ça veut dire quoi? À 30, à 60 fps et avec quels paramètres graphiques? Car un ordi d'il y a 5 ans fait toujours tourner les jeux récents, mais avec pas mal de compromis sur la qualité des paramètres graphiques. Donc si faire tourner ça veut dire n'importe comment, la réponse est oui. Autrement, bien sûr que non. Enfin, on a Tony M, un écran OLED 4K pour jouer en 1440p et mieux qu'un écran non OLED 1440p. Ça, c'est vrai si vous utilisez l'écran que pour jouer, c'est faux si vous l'utilisez pour toute autre chose. En fait, le texte et d'autres éléments de Windows ne sont pas correctement mis à l'échelle du moment où vous changez la définition. Donc, si pour juste jouer, ok pour acheter un écran OLED 4K et l'utiliser pour de la 1440p. Sinon, achetez plutôt un écran IPS, VA, TN, etc. Et avec cette question, je termine cette première édition du vrai ou faux. On se retrouve fin octobre. Est-ce que vous avez aimé cette vidéo et est-ce que vous aimeriez voir une prochaine édition du vrai ou faux? Écrivez-le dans les commentaires, pouce bleu au passage, abonnez-vous pour ne pas rater mes prochaines vidéos de tests, news et conseils sur l'hardware et l'informatique. À la prochaine complica. Ciao!